Vous écoutez Histoire du trafic de drogue, épisode 2. Dès les premières heures du trafic, les arrangements avec le pouvoir sont la clé du succès pour le monde du crime. Que ce soit à l'échelle d'une ville, comme Marseille, ou d'un pays, le pays où tout a commencé, la Chine. En ce début des années 20, l'Empire s'est effondré. Des armées se disputent des dizaines de régions du pays. Il n'y a plus de pouvoir central, personne pour contrôler le monde du crime. À Shanghai, les fumeries n'ont jamais autant prospéré. Les hommes des triades règnent en maître. Ce sont des gens qui sont à la fois des trafiquants d'opium, Alfred William McCoy, historien. des propriétaires de maisons de jeux, et aussi qui ont une pénétration dans les milieux policiers. Au sein de la puissante triade de la bande verte, un homme se démarque. Il s'appelle Du Yusheng. Du Yusheng a installé ses affaires dans la concession française de Shanghai, où ses hommes de main surveillent ses fumeries, mouchardent, liquident ses concurrents. Alors le génie de Du Yusheng, c'est là que ça devient génial. Il n'est pas resté à ce niveau qui était un niveau de simple gangster. Du Yusheng va ajouter une dimension qui est politique. En 1921, le Parti communiste chinois voit le jour au sein de la concession française. Les autorités, inquiètes, se rapprochent de Du Yusheng. La France sent qu'il monte une vague de grèves, des manifestations contestant la présence étrangère, les concessions, tout ça. Alain Roux, sinologue. Le nationalisme chinois qui monte, c'est dangereux, c'est dangereux. Et il y a un consul de France qui va négocier ce qu'on va bientôt appeler le pacte avec le diable. Les Français demandent à Du Yusheng de faire régner l'ordre dans la concession. En échange, le trafiquant pourra prendre le contrôle de toutes les fumeries illégales du quartier. Et du coup, il n'y a pas de grève dans la concession française. Tout est calme. Confortablement installé, Du Yusheng offre ses services à un général chinois ambitieux, Chiang Kai-shek. À la tête de l'armée nationaliste du Kuomintang, Chiang Kai-shek veut réunifier la Chine. Et pour cela, il doit prendre Shanghai. En 1927, Du Yusheng ordonne à ses hommes de massacrer des centaines de communistes qui avaient pris le contrôle de la ville et ouvre les portes de Shanghai à l'armée de Chiang Kai-shek. Le général impose bientôt son parti, le Kuomintang, à la tête de l'État. Mais pour garder le contrôle du pays, il a besoin d'argent. Le Kuomintang légalise l'opium. La bande verte, triade de Du Yusheng, devient le principal fournisseur du gouvernement et envoie certains de ses membres siéger au Parlement. La Chine devient le premier narco-État. Du Yusheng développe ses activités, recrute des chimistes et implante un laboratoire d'héroïne en plein cœur du marché central de Shanghai. La grande force de Du, c'est qu'il est devenu une personnalité extrêmement respectable du milieu chinois. Il était président de plusieurs banques. Jacques de Saint-Victor, historien du droit. Donc on a là un modèle très particulier d'une très grande réussite d'insertion dans le monde légal de la part d'un chef de bande criminelle. Et c'est évidemment le modèle, que l'on pourrait dire extrême, le plus caricatural et en même temps le plus parfait de cette logique symbiotique entre le monde criminel et le monde légal qui caractérise la mafia dans son modèle parfait, si l'on peut dire. L'héroïne raffinée en Chine, au Mexique ou en France converge vers les États-Unis. Mais dans l'Amérique de la fin des années 20, l'enjeu, c'est l'alcool. La prohibition enrichit le monde du crime. Les mafias juives, italiennes et irlandaises, nées du racket et de la prostitution dans les bas-fonds des grandes villes, jubilent. Le crime organisé s'est emparé de l'une des industries les plus importantes du pays. Alfred William McCoy, historien. Ce fut l'origine du crime organisé moderne aux États-Unis qui transforma de simples voyous au coin des rues en de puissants syndicats criminels. Pour s'accaparer les millions de la contrebande d'alcool, la mafia italienne menace, assassine et finit par s'imposer sur ses concurrents.
La prohibition dégage une puissance dévastatrice insoupçonnée et une corruption généralisée. Al Capone achètera juges, policiers, hommes politiques, et ce, jusqu'à sa chute. En 1930, il devenait évident que c'était un échec. Il y a eu une commission du gouvernement appelée la commission Wickersham qui a fait le bilan de la prohibition de l'alcool et en a conclu que l'administration était gangrénée par la corruption. Et donc en 1933, la prohibition est levée pour l'alcool. Et d'un coup, la mafia perd ce business extrêmement lucratif. Privée de sa principale source de revenus, la mafia italienne réunie autour de Lucky Luciano scelle une alliance avec le patron de la mafia juive new-yorkaise, Meyer Lansky. Ensemble, ils s'emparent du marché de l'héroïne. Pour maximiser leurs profits, les mafieux coupent et recoupent la drogue. Leurs produits frelatés provoquent infections et overdoses. Mais la fin de la prohibition de l'alcool génère aussi rancœur et frustration au sein de l'Amérique blanche, puritaine et conservatrice, ennemie de toute ivresse et de tout plaisir. Le combat prohibitionniste est porté par le tout nouveau patron du Bureau fédéral des narcotiques, Harry Anslinger, partisan de la manière forte et brillant tacticien. Cet homme est une légende. C'est une légende de la lutte antidrogue. Robert Cleve Bonner, ancien administrateur de la Drug Enforcement Administration. Il a joué un rôle essentiel en développant des outils pour les forces de l'ordre et des techniques pour enquêter sur le trafic de drogue à grande échelle, que ce soit aux États-Unis ou en dehors des États-Unis. Il ne se voyait pas seulement comme quelqu'un qui appliquait la prohibition. Alfred William McCoy, historien. Il était avant tout un militant de l'ordre moral qui voulait imposer une sorte de consensus à la société et se débarrasser des influences néfastes et des hommes, des criminels qui étaient mêlés à cela. Pour lui, c'était avant tout une campagne morale. Dans l'Amérique des années 30, Hollywood électrise les foules. Harry Anslinger incite des réalisateurs à planter la peur des drogues chez les spectateurs. Il jette son dévolu sur la marijuana, encore légale aux États-Unis. À l'écran, des femmes blanches, tentées par le diable, succombent inévitablement. Et dans le rôle du tentateur, bronzé et moustachu, un Mexicain. Petit à petit, la campagne morale d'Harry Anslinger vire à la propagande raciste. Harry Anslinger, comme beaucoup d'autres au sein de la droite nord-américaine, considérait les Mexicains comme des personnes racialement différentes, racialement inférieures. Frolan Enciso, historien. Pour lui, il y avait une équation absolue entre les origines ethniques et les drogues. L'opium, c'était les Chinois, la marijuana, c'était les Mexicains américains. Il n'avait donc aucune honte à utiliser les drogues pour stigmatiser et attaquer les minorités. La marijuana est prohibée aux États-Unis. Des organisations criminelles vont tirer profit de cette nouvelle interdiction. Harry Anslinger le sait et se tient prêt à les combattre. Harry Anslinger croyait profondément en l'importance de l'éternelle vigilance. David Courtwright, historien des drogues. Il y avait beaucoup de sources de drogue possibles, différents pays producteurs, de nouvelles routes de trafic qui pouvaient naître, de nouvelles organisations criminelles. Donc, il était toujours sur ses gardes, toujours inquiet. C'est presque comme s'il avait affaire à une hydre à plusieurs têtes. Sous l'impulsion d'Harry Anslinger, le Bureau des narcotiques développe la coopération internationale. Et dès 1932, on peut suivre à la trace, d'Istanbul à New York, en passant par Berlin et Shanghai, les trafics et les trafiquants. Pendant les premières années de la Seconde Guerre mondiale, toutes les mers sont le théâtre de violents combats. Les trafics sont bloqués, la drogue ne circule plus. Mais le répit sera de courte durée. Le premier grand réseau de trafic de drogue international va bâtir ses fondations au cœur de la guerre. En 1943, quand l'armée américaine débarque en Sicile, la priorité est de tenir à tout prix les territoires libérés. Washington cherche des hommes de confiance à placer au poste de pouvoir.
dans une région comme la Sicile où toutes les élites étaient fascistes, que ce soit les grands propriétaires, que ce soit l'Église, que ce soit l'administration. Jacques de Saint-Victor, historien du droit. Où trouver des gens qui n'avaient pas ce pédigré fasciste? Eh bien, il y avait deux possibilités. Les communistes et les mafieux. Et donc les Américains, qui dès le débarquement avaient très bien conscience que leur principal ennemi après la guerre, ça allait devenir les communistes, ils ont donc choisi de prendre les mafieux qui étaient en mesure de gérer des villes dans un moment qui était un moment particulièrement trouble. Avec l'appui américain, des mafieux s'installent dans les mairies et prennent le contrôle d'une partie de l'île. En 1945, les États-Unis expulsent vers l'Italie une centaine de gangsters impliqués dans le trafic d'héroïne et Lucky Luciano, patron de Cosa Nostra. Les cousins d'Amérique et la mafia sicilienne vont faire de l'île une plaque tournante du trafic. Pour les autorités italiennes, cela ne pose pas de problème d'ordre public. Salvatore Lupo, historien de la mafia. Parce que le phénomène de toxicomanie n'est pas très important en Europe et n'existe pas du tout en Italie. Il n'y a pas de marché de la drogue en Italie. Il n'y a donc pas d'alarme sociale. Donc pour les policiers italiens, Luciano pouvait faire ce qu'il voulait. L'héroïne s'écoule de nouveau vers les États-Unis. Mais une héroïne de piètre qualité. Les Italiens n'ont pas de bons chimistes. En 1950, Lucky Luciano rencontre à Marseille les nouveaux patrons de la mafia corse, Antoine et Barthélemy Guerini. Les deux frères possèdent des chimistes capables de raffiner la meilleure héroïne, l'héroïne 4. Quasiment pure, on peut la couper des dizaines de fois et faire exploser les profits. Les Corses, pour ça, sont très forts. Ils sont organisés. Vincent Nouzille, journaliste. Ils savent faire, ils l'ont déjà fait dans les années 30. Ils ont l'expertise. Et c'est là que se créent ces grands laboratoires clandestins. Michel Debac, magistrat. Qui, autour de la région de Marseille, mais pas que, en Corse, sur la Côte d'Azur, raffinent des centaines de kilos. De la rencontre des frères Guerini et de Lucky Luciano naît la French Connection, une vaste nébuleuse qui rassemble trafiquants turcs, libanais, corses et siciliens. Cosa Nostra a la main sur la distribution aux États-Unis, mais très vite, les Corses, en charge du transport et de la transformation, vont prendre l'ascendant. Et les États-Unis, très vite, vont être alertés par des premiers rapports, des premières saisies. À New York, on va voir des passeurs corses. On va arrêter les trafiquants. Vincent Nouzille, journaliste. Et puis très vite, on va commencer à se rendre compte que la filière, c'est la filière de Marseille. C'est la filière des Corses de Marseille. Lucky Luciano, alors que l'on s'imagine l'homme le plus puissant de la mafia américaine, eh bien, il a peur des Corses. Jacques de Saint-Victor, historien du droit. Il se rend compte que les Corses ont une puissance très grande, notamment, souligne-t-il, parce qu'ils ont des liens avec les services secrets français. Infiltrée au cœur du pouvoir à Marseille, la mafia corse a noué des alliances au sein de l'appareil d'État français. En 1951, en pleine guerre d'Indochine, les services secrets sont à pied d'œuvre pour contrer les attaques de la guérilla du Viet Minh. Mais il manque cruellement d'argent. Paris rechigne à payer pour cette guerre coûteuse, et la régie de l'opium qui finançait la colonie a dû fermer ses portes sous les pressions internationales. Les services secrets français montent l'opération X. Ils partent au contact d'une tribu des collines du Laos, les Hmong. Ils leur achètent la totalité de leurs pavots qu'ils transportent sur une base militaire à Saïgon. Les agents français vendent l'opium à des mafias sino-vietnamiennes et à la mafia corse, qui le transforme en héroïne et les coule aux États-Unis. L'argent de la drogue va permettre aux renseignements français de bâtir une armée contre-insurrectionnelle de 40 000 hommes, issus des tribus d'Indochine. C'était un de ces moments très bizarres où, clairement, une agence occidentale de renseignement gérait le trafic de drogue. Alfred William McCoy, historien. C'était incroyable.
Il y a beaucoup d'exemples de collusion et de corruption, mais rien de semblable à cela, où le service de renseignement d'un gouvernement légitime gère le trafic. L'opération X n'y fera rien. En 1955, la France évacue ses soldats d'Indochine. La donne a changé dans la région. Les puissances coloniales se sont retirées, les régies de l'opium ont fermé leurs portes. Et la Chine, devenue communiste en 1949, a violemment éradiqué la culture du pavot. Cela aurait dû sonner le glas des politiques de la drogue en Asie. Mais la guerre froide ne fait que commencer, et l'heure est aux opérations secrètes et aux coups tordus des services spéciaux des grandes puissances. Il y a des moments où la question ne se pose pas. Robert Cleves-Bonner, ancien administrateur de la Drug Enforcement Administration. Avant l'effondrement de l'Empire soviétique et la chute du mur de Berlin, la guerre froide était un objectif de sécurité nationale hautement prioritaire pour les États-Unis. S'il fallait faire un choix, j'imagine que les objectifs de guerre froide l'emportaient sur la lutte contre le trafic de drogue. Opérer en dehors de la légalité demande des compétences particulières. Être capable de transférer de l'argent, de mobiliser des gens, de monter des opérations, d'acheter des armes, de les transporter à travers le monde, de les livrer. Il n'y a que deux types de personnes sur la planète qui possèdent ces compétences et cette sensibilité. Les agents secrets et les criminels. Et les criminels, de quoi ont-ils besoin ? Avant tout de protection. Ils ont besoin d'être protégés par des acteurs étatiques qui éloignent les enquêtes et les poursuites, qui puissent les tirer d'affaire s'ils se font prendre. Donc, ils n'ont pas seulement la même sensibilité, ils ont des besoins complémentaires. Il n'est pas surprenant qu'ils finissent souvent par travailler ensemble. Tout va repartir en Asie lorsque les États-Unis vont tenter de renverser le régime communiste chinois. Washington apporte son soutien aux ennemis de Mao, le Kuomintang. 6000 nationalistes chinois se sont retranchés de l'autre côté de la frontière, en Birmanie. La CIA leur envoie armes, vivres et munitions. Les hommes du Kuomintang lancent plusieurs incursions en Chine. Mais ils sont balayés d'un revers de main par l'armée populaire chinoise. La CIA a commencé à réduire son soutien et ces unités locales du Kuomintang se sont mises à chercher de l'argent. Tom Kramer, politologue au Transnational Institute en Birmanie. Il y a une citation très connue d'un général du Kuomintang qui a dit « Si vous voulez une armée, il vous faut des armes. Et si vous voulez des armes, il vous faut de l'argent. La seule source d'argent dans ces montagnes, c'est l'opium. Et donc c'est vers cela qu'ils se sont tournés. Ils ont vu qu'il y avait des champs de pavots, ils ont collecté de l'opium auprès des paysans et l'ont transporté jusqu'à la frontière thaïlandaise. Ils l'ont vendu à des trafiquants internationaux et petit à petit, ils ont étendu ce commerce. Grâce à l'argent de la drogue, les soldats du Kuomintang prospèrent. Mais la Chine fait pression sur la Birmanie. En 1961, l'armée du Kuomintang est évacuée. Une partie de ces hommes s'installe dans le nord de la Thaïlande, où le pouvoir royal les accueille avec bienveillance. Du haut des villages qu'ils occupent, les soldats du Kuomintang bloquent l'infiltration de groupes communistes. Ils veillent surtout sur leurs caravanes d'opium qui traversent la frontière. Évidemment, tout le monde savait que le Kuomintang était un acteur majeur du trafic d'opium à la frontière nord de la Thaïlande et qu'il organisait la production d'héroïne et le commerce d'héroïne, que ce soit régionalement ou internationalement. Tout le monde le savait. Et la politique à l'époque était la sécurité avant tout. Les Américains, comme le gouvernement thaï, pensaient que le communisme était une menace majeure pour la région. Et si le Kuomintang pouvait se financer lui-même grâce au trafic d'opium, c'était très pratique, évidemment. Et ça a duré longtemps. L'opium, acheminé depuis la Birmanie et le Laos voisin, est raffiné dans le nord de la Thaïlande. Entre ces trois pays naît le Triangle d'Or. La morphine base est transportée vers le port de Bangkok et chargée sur des bateaux jusqu'à Hong Kong. Un siècle après les guerres de l'opium, Hong Kong, toujours aux mains des Britanniques, abrite la plus forte concentration de toxicomanes au monde.
Les triades chinoises, qui ont fui la Chine communiste, en ont fait leur repère et raffinent une héroïne d'une rare pureté. La drogue suit son chemin vers la côte ouest des États-Unis. Le trafic d'héroïne n'a jamais été aussi important à travers le monde. Et l'Amérique, qui a utilisé la drogue comme instrument de la guerre froide, va payer ses choix au prix fort. Le sacrifice de sa jeunesse. Au milieu des années 60, lorsqu'éclate la guerre du Vietnam, une grande partie de la jeunesse américaine se rebelle contre une société patriarcale, raciste et consumériste, dans laquelle elle ne se reconnaît plus. De nouvelles drogues sortent sur le marché. LSD, mescaline, peyote. C'est l'âge d'or des acides. Tout est expérience. Le corps et l'âme veulent être libres. Allumer un joint, c'était faire une déclaration politique. David Courtwright, historien des drogues. Dire que l'on s'identifiait aux objectifs de la contre-culture ou que l'on s'opposait à la guerre du Vietnam. Les drogues sont de puissants symboles. Il ne s'agit pas juste de se défoncer. Une partie de cette jeunesse révoltée, en quête d'expériences toujours plus fortes, se laisse happer par l'héroïne. En quelques mois, les parcs où chantaient les doux rêveurs du Flower Power se transforment en repères de gangs et de dealers. Le nombre d'overdoses explose. Les couronnes de fleurs fanent désormais sur les pierres tombales. Et un drame s'ajoute à l'autre. En 1969, plus de 500 000 Américains combattent au cœur de la jungle vietnamienne. Quand les soldats rentrent du front, un tiers d'entre eux est complètement accro à l'héroïne. Donc la question était de savoir comment ils s'approvisionnaient, d'où cela provenait. Alfred William McCoy, historien. C'est ce qui m'a poussé à mener l'enquête au départ à la bibliothèque de l'université de Yale, à interroger d'anciens agents de la CIA et jusqu'en Asie du Sud-Est. Alfred McCoy s'envole pour le Laos, vers les collines où les tribus Hmong cultivent l'opium pour les fumeries de la région. Encore jeune étudiant, il sera le premier à percer les noirs secrets de la politique de l'héroïne. Pour repousser les communistes, la CIA a bâti une armée secrète de 30 000 hommes dans les villages isolés et mis en place une logistique bien huilée. La CIA affrète des avions pour transporter hommes et vivres et aménage 200 pistes d'atterrissage. Les Hmong profitent des allers-retours incessants des avions de la CIA pour y charger leur opium. La CIA n'avait pas les moyens de le savoir, ne le savait pas, n'était pas au courant. C'est extrêmement improbable. Si un étudiant de 26 ans, sans aucun moyen, sans aucune autorité, pouvait le découvrir au fil d'une conversation, je suis sûr que la CIA aurait pu le faire également, si elle s'était donné la peine de poser des questions. Évidemment qu'ils savaient, mais ce n'était pas leur priorité. Maintenant, était-il complice de ce trafic? Est-ce qu'il le gérait? Non, je ne le pense pas. Poursuivant son enquête, Alfred McCoy part à la rencontre du commandant en chef de l'armée laotienne, le général Wan, soupçonné d'être à la tête de ce réseau de trafic d'opium. Je me suis posté au coin d'une rue de Vientiane. J'ai hélé un taxi, j'ai demandé « Savez-vous où vit le général Wan ?» Le chauffeur m'a répondu « Oui, bien sûr » et m'a emmené. J'ai frappé à sa porte, je suis entré, me suis présenté et il s'est assis avec moi. Il a attrapé son registre et a parcouru ses comptes avec moi pour me montrer qu'il était parfaitement honnête, qu'il achetait de l'opium ici, le transportait au Sud-Vietnam là, et que l'argent était déposé sur un compte en banque. Très proprement, voyez-vous. Tant que l'opium du général Wan approvisionne le marché local, la CIA le couvre. La suite est pourtant limpide. Le général fait appel à des chimistes de Hong Kong pour raffiner l'opium en héroïne. Et le piège se referme. L'héroïne est expédiée autour des bases américaines. Sans aucun scrupule, douaniers, policiers, députés sud-vietnamiens trempent dans le trafic et empoisonnent les soldats américains venus se battre à leur côté. En pleine guerre froide, l'héroïne met en péril l'armée américaine, tandis qu'elle décime la jeunesse sur le sol national.
Le 17 juin 1971, le président Richard Nixon fait prendre un virage radical à la politique des drogues. La guerre contre les drogues est déclarée. Vous venez d'écouter Histoire du trafic de drogue. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Histoire du trafic de drogue est un podcast coproduit par Initial Studio et Yami 2, adapté du documentaire audiovisuel éponyme produit par Yami 2, écrit et réalisé par Julie Lerat et Christophe Bouquet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.